bonsoir à toutes et à tous. J'ai un peu l'impression d'être dans un autre monde, puisque en principe, je vous vois avec petite fenêtre en visioconférence. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Laurine Roux et Valérie Millet aux Éditions du Sonneur, la fondatrice des Éditions du Sonneur. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier, vous, puisque vous avez quand même bravé les interdits aujourd'hui, la grève, le Covid, la tempête. Donc, merci déjà d'être là. Et la deuxième chose, remercier cet endroit, puisqu'on est quand même à l'hôtel littéraire Le Swan, avec Monsieur Proust qui est derrière vous. Donc, merci à l'hôtel de nous recevoir. Alors, on va débuter, et je remercie aussi ceux qui sont en visioconférence, qui nous suivent depuis très longtemps. Alors, Laurine, on va débuter, on va savoir déjà, on va essayer de comprendre pourquoi ce roman-là, parce que c'est votre troisième roman, c'est ton troisième roman. On parlera évidemment tout à l'heure avec Valérie Millet de cette édition, mais celui-ci, il apparaît après plus d'un an, 2 ans, en tout cas 2 ans après Le Sanctuaire. J'aimerais connaître au départ l'idée qui t'a poussé à créer cette histoire. Alors, c'est vrai qu'il tranche un peu avec les 2 précédents, avec Une immense sensation de calme et avec Le Sanctuaire, parce qu'il s'ancre dans une réalité historique et dans la réalité tout court. Donc, on en parlera. Voilà. Très bien. Et il est né de plusieurs sources. Comme le fleuve naît de multiples affluents, il y a eu des brins de tresse qui ont construit le désir de ce texte-là. Mais le premier affluent, donc, mais c'est tout bête, et ça peut paraître un peu idiot, mais je regardais une émission de télé avec Gérard Depardieu, À pleines dents, ça s'appelle. Et Gérard Depardieu, dans À pleines dents, il parcourt l'Europe, il présente des spécialités culinaires, des producteurs, des restaurateurs, avec son ami Laurent Audio. Et c'est assez turbulent, un peu foutraque, assez bizarre comme émission de télé. Moi, je confesse aimer le regarder. Et il se trouve que je ne me souviens plus quand est-ce que c'était. Je regarde des replays, enfin des rediffusions. Et je regardais une rediffusion qui se passait en Catalogne. C'était sur la Catalogne. Ni plus ni moins intéressé, voilà. Et à un moment donné, allez savoir pourquoi, Gérard Depardieu évolue dans le delta de l'Èbre, dans des grands aplats à ras de terre, verts, des grandes couleurs vertes, des grands ciels bleus qui touchent la terre, l'eau douce qui se mêle à l'eau salée, et lui qui est là, turbulent, énorme, ogresque, et qui goûte et qui mâche et qui parle en même temps, puis qu'il attrape machin, qu'il attrape truc. Enfin, et il y avait une nervosité dans ce lieu qui presque s'effaçait, et cette tension-là que ça a créé, ça m'a saisie. Alors, ça, maintenant, je suis plus complètement un perdreau de l'année, et quand il y a quelque chose qui me saisit, je me dis, c'est un désir géographique. J'ai identifié que l'écriture, elle vient avant tout d'un désir géographique. Et cette libido-là, elle est venue percuter une histoire familiale et une intimité elle est venue convoquer un fantôme. Le fantôme de mon arrière-grand-père qui était... alors, comment le présenter ? C'était un franc-maçon libertaire limougeaud qui a monté une entreprise de fil de lin à Marseille au début du XXe siècle, et qui a eu des amitiés anarchistes internationales, alors beaucoup en Angleterre d'abord, et puis ensuite il est allé à Barcelone par le réseau libertaire et par le réseau franc-maçon, donc de manière assez secrète. Et quand la révolte ouvrière et paysanne a commencé à frémir en Espagne, il a commencé, lui, avec ses amis, à rêver. Et il a nourri beaucoup de relations entre Bilbao, Barcelone et Marseille, dans l'espoir de créer peut-être un mouvement beaucoup plus européen. Enfin, il nourrissait, ça on le sait, dans notre famille, qui nourrissait un rêve international, de soulèvement international libertaire et anticapitaliste.
ce qui peut paraître contradictoire pour un patron, mais on l'appelait à Marseille le patron libertaire. Je pourrais vous en dire quelques mots et expliquer pourquoi. Et nous, enfin, dans ma famille, on a été abreuvés de l'histoire de cet homme qu'on n'a jamais connu. Il est mort en 48-49. Il faudrait que je vérifie quand même pour être exact. Mais ça dit quelque chose aussi de mon rapport avec cet homme-là. C'est un rapport assez fictionnel. Je l'ai connu par les mots des autres. Je l'ai connu par les mots de ma grand-mère, de ma tante, puis de mon père. Et ce sont des mots, c'est par les mots qu'il est arrivé à moi, presque patiné de légende. Et je savais qu'un jour, enfin, je nourrissais le secret espoir qu'un jour j'arrive à m'emparer de la figure de cet homme qui était devenu un personnage, qui était déjà, de fait, dans la bouche des miens, un personnage. Mais je ne me sentais vraiment pas à la hauteur. Et je ne me suis jamais sentie vraiment à la hauteur de m'affronter à lui et de lui rendre tout ce qu'il avait pu donner. Entre parenthèses, il a nourri de nombreuses correspondances avec Marianne Frey et avec un résistant qui s'appelait Daniel Bénédite du mouvement Combat à Marseille. Et dans la correspondance avec Daniel Bénédite et Marianne Frey, je ne sais plus dans quelle lettre exactement, il est dit « an unsung hero ». Et il y avait cette lacune pour moi il n'avait pas été chanté. Et je nourrissais ce secret espoir de pouvoir un jour lui rendre grâce au sens premier du terme. Et donc, le delta de l'Èbre est devenu le terreau où je me suis dit, qui a fait lever ce fantôme. Et il est nulle part, en fait, mon arrière-grand-père, sauf de manière un peu facétieuse dans le personnage de Jean Laplot. Mais ce n'est pas vraiment lui, c'est un avatar, c'est une fiction. Mais il est partout, parce qu'il a enveloppé les personnages. Tous sont nés plus ou moins de lui, de son corps à lui. Alors, il y a le corps de Gérard Depardieu. C'est né de corps d'homme, ce texte-là. Est-ce qu'il y a eu la tentation à un moment donné, parce qu'on sait que tu es professeur de lettres modernes, tu écris aussi des nouvelles, tu écris de la poésie dans différentes revues. Est-ce qu'il y a eu la tentation d'apporter une autre forme que le roman pour lui rendre hommage de manière différente? Est-ce que la poésie, peut-être, a été une possibilité? Ça ne m'est pas apparu comme ça. Pas jusqu'à présent. J'exclus pas le fait qu'un jour, il se peut que je m'empare encore. Je n'ai pas fini de tourner autour du personnage. Je ne l'ai pas épuisé. Il sera toujours vivace. Puis je crois que, comme c'était mystérieux, il y a eu de nombreuses perquisitions à son domicile. Il a été arrêté par la Gestapo par la suite, parce qu'il était aussi résistant. Et tout a été brûlé. Aucune archive quasiment ne reste, sauf certaines correspondances. Et bon, moi, ce qui me reste, c'est des mots et la mémoire est trompeuse. Donc, il me reste des choses que je ne peux que m'imaginer. Donc, le roman, quand même, c'était le lieu le récit de la fiction me semblait vraiment le lieu adéquat pour m'en emparer. Qu'ensuite, sa personne innerve toute la mienne dans ma colonne vertébrale politique, c'est autre chose. Et que ma personne politique innerve mes textes, voilà. Donc, bien sûr qu'il est tissé, mais comme plein de gens que j'aime et qui sont importants pour moi, qui tissent le texte. Le texte et tissé, c'est la même étymologie. J'aime beaucoup faire résonner ces deux mots. Et Valérie, justement, on l'a pas dit encore, mais le texte a été publié avec l'égide de Marc Villemain. Comment vous travaillez ensemble à trois? Vous êtes tous les deux remerciés à la fin. Donc, j'imagine que c'est une fierté d'être édité au Sonneur. Mais comment vous travaillez ensemble à trois? C'est plutôt rare d'avoir un trio. Comment vous travaillez ensemble tous les trois? Alors, de façon très fluide, avec chacun d'entre nous, je parle de Marc et moi, avons accès à une étape différente du texte. Marc reçoit le manuscrit initial et fait un premier travail avec Laurine. Et moi, je viens en deuxième temps, en fait. En deuxième temps, et puis à la toute fin, lors des derniers ajustements qui sont de l'ordre de la dentelle. On a passé de nombreuses heures avec Laurine au téléphone
Et je tiens à remercier ces filles à nouveau, qui ont été d'une grande patience, parce qu'on a passé de longues soirées. Elles sont jeunes, hein, elles ont 5 ans et 10 ans. On a passé de longues soirées avec Laurine à faire les derniers ajustements, les derniers, et qui sont à ce stade-là vraiment de l'ordre du... je dirais pas détail, parce qu'au contraire, c'est tout sauf des détails. C'est cette ultime lecture qu'on s'autorise, et l'une et l'autre. À chaque fois, on pense que c'est l'ultime, et puis on se dit, c'est vrai, on va se rappeler On demain. reviendra peut-être sur le début demain, mais quand même, il faut qu'on avance, parce que derrière, il y a l'imprimeur qui attend, évidemment. Il y a l'imprimeur qui attend. On a calé tout en amont avec nos représentants et notre directeur des ventes ici présent. Donc, on a des dates à respecter qui sont très peu souples. Hein, mais auquel nous nous plions, évidemment, puisque donc et il faut que le livre soit ce que l'on appelle l'office, c'est-à-dire qu'il y a une date d'annoncer, il faut que ce jour-là, le livre soit sur les tables, et du coup, il faut respecter toutes les étapes précédentes. Donc, et là, je dois dire que en fait, on a beaucoup travaillé de la même façon, je trouve. En fait, tu me diras si tu es d'accord ou pas, sur cette ultime relecture, sur ces ultimes relectures, sur le sanctuaire et sur l'autre moitié du monde. Le sanctuaire, c'était pendant le confinement, le numéro 1, enfin le grand, le gros, le truc qui nous est arrivé à tous. Et je me souviens de... Alors, c'était plus simple, on pouvait faire ça la journée. Puisqu'il n'y avait pas d'école, c'était un peu plus simple pour Laurine d'organiser tout ça. Là, c'était le soir, forcément, une fois que les filles avaient dîné et que... Et c'est... En fait, il y a le manuscrit initial envoyé par Laurine, et puis ensuite, il y a une petite... Deuxième édition. Oui, non, mais c'est de la maturation, en fait, je dirais. C'est de la structure, tout est là. Hein. Enfin, tout ce dont je vous parle, ce sont vraiment des points sur lesquels nous, on intervient avec Marc en disant « Attention, tu as vécu avec tes personnages pendant un certain temps. Nous sommes les premiers lecteurs, ce qui nous réjouit. Mais là, il y a peut-être une incohérence. Là, il y a peut-être une redondance. Là, il y a peut-être quelque chose, justement, qui manque. » Où on ne comprend pas l'évolution du personnage. Donc c'est vraiment, oui, c'est de la dentelle, mais ce sont c'est de la dentelle qui se fait par couches successives et qui nécessite des lectures, relectures, re-relectures pour s'assurer qu'on est allé à partir du manuscrit de Laurine ensemble, évidemment, jusqu'au bout de ce qui nous semblait important à préciser ou à ajuster ou à transformer légèrement. Mais tout ça est très à la main. Enfin, quand je dis à la main, c'est que tout, encore une fois, je répète, tout est là. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de couples. Et puis, vous me forcez à réfléchir aussi à la justesse des mots. Vous interrogez quand même beaucoup aussi le choix des mots. Et on passe beaucoup de temps au choix des mots, au choix de la ponctuation. Oui, la ponctuation, beaucoup. Oui. Les respirations. Et ça, le travail avec vous, il se fait aussi, c'est un travail presque oral. Et c'est pour ça qu'on le fait aussi au téléphone, parce qu'il y a des choses qui sonnent sonneurs. Et ça, je suis très, très fière de pouvoir le dire à chaque fois. Mais j'ai l'impression que vous maculez à la nécessité de la phrase, du texte, du paragraphe, de la structure, enfin que c'est différent tamis. Et moi, j'apprécie particulièrement d'avoir c'est presque des arcs de travail qui sont différents parce qu'ils ne me poussent pas dans mes retranchements de la même manière, aussi bien Marc que Valérie. Ils n'interviennent pas de la même manière. Ça serait compliqué pour moi d'expliquer exactement où se situe votre c'est très complémentaire au final. C'est excessivement complémentaire. C'est excessivement complémentaire. Et moi, c'est une chance inouïe de pouvoir avoir 2 éditeurs
Ouais. Parfois, c'est problématique. Là, pour le coup, non. Non, là, il n'y a pas de... Non, parce que en fait, avec Marc, on travaille d'une façon particulière. Il reçoit des manuscrits, il les lit, il fait un tri, et puis il nous en propose certains. Pas tout ce qu'il reçoit, bien entendu. Il y a certains manuscrits pour lesquels je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas aussi enthousiaste que toi, ou je pense qu'on n'arrivera pas à accompagner ce texte comme il le faut. Alors évidemment, quand Laurine a envoyé une immense sensation de calme à Marc, ça a été une espèce de vite, il faut appeler Laurine parce que c'est oui tout de suite. Là, mais c'est jamais Marc comprend que sur certains textes, parce qu'on aime, il y a beaucoup de choses qu'on aime en commun en termes d'écriture, en termes de littérature, mais on a aussi chacun nos lectures spécifiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de textes comme ceux de Laurine, on se retrouve. Et quand on se retrouve, c'est formidable parce que c'est forcément pour le meilleur et il n'y a jamais de pire. Alors, je rebondis sur l'histoire du rythme. Pour celui-ci, les phrases sont extrêmement courtes. La plupart du temps, le rythme s'accélère. Pas forcément de manière chronologique, mais en tout cas, les phrases sont beaucoup plus courtes que les précédents romans. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé aussi de manière orale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait, justement, qui faisait parler aussi le rythme de l'histoire? Pas la sensation qu'elle soit excessivement plus courte que le sanctuaire. En tout cas... J'ai très envie, là, du coup, d'ouvrir le livre et d'observer... Elles sont plus sèches. Je me souviens que Marc, quand il a reçu la première lecture, il m'a dit c'est plus sec. Mais ce n'était pas péjoratif du tout. Moi, j'ai la sensation que j'ai travaillé avec... alors, j'ai travaillé à voix haute, le rythme, pour cette fois-ci. Pour la première fois de ma vie, je l'ai eu en bouche, le texte. Je l'ai mâché. Parce qu'on m'a... Je suis une gentille fille et on m'avait dit, tu verras, ça marche bien. Enfin, plusieurs auteurs m'avaient parlé des vertus de la lecture à voix haute, enfin, du gueuloir. Et c'est vrai, force est de constater que ça fonctionne. Alors, peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Mais moi, j'ai en tête dans le roman des phrases qui sont longues. Il y a des passages qui... J'ai plus travaillé la rupture, je dirais, de rythme, avec des élans, des phrases beaucoup plus longues, presque épiques, des périodes, ce qu'on appelle en rhétorique des périodes, et puis des sections qui sont beaucoup plus saccadées, qui sont plus sèches, mais aussi parce qu'il y avait le texte l'imposait aussi, il y avait des mouvements qui m'imposaient ce rythme-là, notamment le corps de Toya, qui était un corps souvent essoufflé, qui était un corps haletant, et puis il y avait des brisures aussi parce que les corps sont brisés, les corps sont harassés, la phrase elle ne peut pas aller loin parce que le souffle il est court parce qu'il est harassé, et voilà, peut-être que... Il y a le collectif aussi, et le collectif impose ça aussi, parce que sinon le collectif se dilue s'il n'est pas ramassé par la phrase. Et ça me fait penser que je crois que ce n'est pas que les phrases sont plus courtes, mais je vais rentrer dans des choses très techniques, mais les propositions, on va aller dans les mots un peu, mais j'ai joué de ce qu'on appelle la parataxe. Alors, sortez vos cahiers de texte, en interro surprise. Mon Dieu, c'est horrible ce que je fais. Mais non, mais parce que c'est... Il y a beaucoup de profs de français en plus dans la salle. J'ai juxtaposé des propositions qui s'enchaînaient, accolées par des virgules, et chacune aurait pu faire une phrase. J'aurais pu mettre un point. Le choix a été de mettre une virgule à la place du point. Et il y avait un bout de phrase parlait de Toya, un autre était une phrase de la mère qui venait et qui pouvait être en écho avec ce qu'elle avait dans l'oreille, une autre pouvait être un bout de chanson. Et j'avais envie... et là, pour moi, le rythme n'est pas sec. On entend le collectif, mais dans le court, dans le condensé. Je voulais que le collectif soit dur parce que justement, il y avait cette idée que le collectif il rentrait dans l'art, quoi. Enfin, c'était ça le sujet. Enfin, c'était
Et sinon, il se serait dilué, à mon sens. Ah, mais oui, tout à fait. Or là, il tient tout le roman, ce collectif. Stéphanie, tu veux une Oui, question? alors il y a une question de Anne pour Laurine. Donc je vous la lis. Est-ce que le choix du nom de Vázquez Montalbán pour la famille de Toya est une référence au célèbre auteur de polar catalan, Manuel Vázquez Montalbán, père du non moins célèbre Pepe Carvalho, ou bien est-ce un hasard total? Un peu... Pas tout à fait. Soyons honnêtes, c'est une petite facétie potache. Oui, je voulais glisser. Il y a Pépé, il y a le jardinier, et puis il y a Vázquez Montalbán, puis il y a les festins de Vázquez Montalbán. Ouais, c'était une manière là aussi de tisser dans le texte, dans le corps du texte, un petit clin d'œil. Oui, bien sûr. On va revenir sur les points communs des 3 romans, parce qu'à mon sens, les 3 romans font corpus. L'œuvre de Laurine Roux commence à prendre corps. Et il y a un point commun, évidemment, c'est ce personnage principal de Toya. Dans les 3, il y a une jeune fille. Je viens d'apprendre donc que tu as 2 filles de 5 et 10 ans. Et j'imagine qu'il y a aussi, peut-être pas une part de toi dans ces personnages-là, peut-être, mais en tout cas, il y a sûrement aussi un petit peu de tes filles. Ce sont des chimères. Ce sont des chimères qui sont des personnages. C'est quand même quelque chose de particulier. Et je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler parce qu'on y met des choses de manière tout à fait inconsciente. Parfois, après coup, je me dis, mais bien sûr, c'est évident, il y a ça dedans. Ou alors des lecteurs me pointent, ou enfin, des gens que je connais, mes amis, mon compagnon, me disent, mais enfin, c'est une évidence. Et ça, je le vois pas. Et j'y réfléchis pas. Quand ils m'apparaissent, ils me sont offerts. Les personnages, vraiment, ça peut paraître un peu ésotérique de dire ça comme ça, mais je les reçois comme alors là, je vais utiliser un vocabulaire religieux comme une grâce. Mais oui, je dois leur faire honneur. Alors après, je fais comme je peux, avec les outils que j'ai. C'est pas une grande responsabilité. Mais si, je me sens très responsable de mes personnages. Mais si, non, c'est une grande responsabilité d'être juste par rapport à l'histoire, de pas tirer les fils. J'ai horreur du côté de l'auteur qui est, au sens étymologique du terme, l'autorité de son texte. Et tirer les fils comme un marionnettiste, ça me hérisse même. C'est une posture qui me dérange. Oui. Alors, je reviens juste sur ça. On en parlera après. Isabelle. Donc, du coup, est-ce que les personnages, ils évoluent au fur et à mesure du roman, justement parce qu'ils prennent corps eux-mêmes, un peu, entre guillemets, indépendamment de votre... Est-ce que je me permets des bifurcations par rapport à ce qui a poussé? Oui, de temps en temps. Pas tant que ça, je me rends compte. Alors, pour une raison très simple, c'est que je pense que le texte a mûri et maturé longtemps et les personnages sont déjà bien enracinés dans ma chair quand je commence à écrire. Il y a tout un processus souterrain en amont qui a installé les choses en moi, dans mon esprit. J'ai songé, j'ai tourné autour, je les ai nourris, enfin, je les ai fait grandir. Et j'ai la fin en général, j'ai une idée de direction et les personnages sont quand même déjà là. En revanche, il y a des personnages qui arrivent et qui sont amenés par le récit. Le texte engendre ses propres créatures. Et ça, quand ça arrive, je suis heureuse quand ça arrive parce que ça veut dire que c'est pas moi enfin, là encore, c'est très étrange de dire ça comme ça, mais que c'est pas moi qui le crée. C'est le texte, que j'écoute le texte, que j'écris le texte comme si je le lisais. Et ce sentiment de dépossession de l'écriture, il est très important pour moi, cet abandon, et de me dire que je suis traversée par une voix qui me dépasse. Et quelquefois, rares sont ces fois-là, mais il m'arrive vraiment d'être dans un état presque d'être hors de moi quand j'écris. Mais j'écris souvent à partir de ma colère, hors de moi, mais hors de moi, là, c'est d'être traversée par des voix qui sont nombreuses, plurielles, anciennes,
et dont je suis en charge. Et ça, il y a guerre, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du vocabulaire religieux. C'est bête, mais j'ai guère trouvé que le vocabulaire chamanique ou religieux pour parler de ces états de transport. Et quand j'en sors, je pourrais peut-être les compter sur les doigts de mes mains, ces moments-là. Mais je m'en souviens de chacun et du plaisir inouï que ça a été d'écrire dans ces états-là. Et souvent, c'est la fin des textes que j'écris d'une traite ou des passages particulièrement importants que je mets très longtemps, qui me font peur. Et pendant longtemps, je recule, je freine. Et quand ça arrive à des moments complètement étranges. Et quand ça arrive, je le sais, il m'arrive d'en rater. Et souvent, je me dis, ah, c'est vraiment con parce que là, c'était là. Mais quand ça arrive, c'est vraiment comme une lente poussée d'herbe, la drue qui pousse le sol et il faut y aller, quoi. Enfin, et ça, c'est peut-être pour ça que j'écris, pour ces moments-là, ces rares moments-là. Le reste, c'est de la transpiration. Et sur l'autre moitié du monde, est-ce qu'il y a eu cet instant-là? C'était aussi sur la fin? Il y en a eu plusieurs, là. Il y a eu les sèches. Je ne sais pas si vous identifiez du coup les passages, mais il y a eu le passage des sèches, le passage du morceau de piano, le premier morceau de piano, la fin, toute la fin, quasiment la troisième partie. Mais ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Moi, j'ai une question sur le morceau, justement. Est-ce que c'est un morceau que tu avais en tête avant d'écrire et tu as voulu écrire autour de ça, ou est-ce qu'il t'est venu? Non, c'est un morceau qui existe, c'est un morceau de Bach. Il est cité j'ai cité Bach dans les remerciements, parce que c'est la première... Je vous embrasse d'ailleurs. C'est vrai. Ça fait presque peur. Hein. Parce qu'on va parler de la présence des morts. Je l'avais en tête et c'est la première fois que j'écris pas dans le silence. Mes 2 premiers textes, ça c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau et qui a peut-être aussi joué. J'en ai pas parlé quand on a évoqué la question du rythme, mais j'ai beaucoup écouté ce morceau-là de manière très obsessionnelle. Et oui, donc je me suis amusée à le décrire. Merci, parce que moi, c'est devenu obsessionnel après le livre. C'est ça que je l'ai cherché. J'ai écouté ça 3 jours. Il a ce côté lancinant, extrêmement mélancolique, cette lenteur qui revient. Il y a quelque chose de... Et ce rythme-là, je l'avais en tête. Donc, je me suis adossée à ce morceau-là pour écrire. Ouais. Alors, on revient sur cette nouvelle trame historique, parce que pour le coup, c'est une nouveauté. Est-ce que ça t'a inquiété de traiter le côté historique dans un roman? C'est pas toujours évident, notamment lorsqu'on n'est pas historien, notamment quand on n'a pas forcément accès aux sources. Là, pour le coup, tu l'as mise, en tout cas le contexte, tu l'as mis en toile de fond, sans forcément être très technicienne sur le côté historique. C'était véritablement pour te créer une trame et créer une ambiance, donc l'Espagne des années 30. Mais est-ce que quels sont les doutes que tu as eus, au final, en écrivant sur ce côté historique, et est-ce que tu peux aussi nous parler de cette période-là, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre? Alors, par quoi je commence? Par la période? Ouais. Cette période-là, j'ai toujours eu une libido politique pour elle. Je peux aller plus loin. Oui, je peux aller plus loin. Je viens d'une famille assez politisée. Donc, le grand-père a infusé ça en nous de manière enracinée et lointaine. Et mes aînés dans la famille ont tous, à leur manière, eu une personnalité politique très forte. Ma grand-mère était communiste, puis elle a quitté le Parti communiste pour des divergences fortes d'opinion, puis elle était parce qu'elle ne les trouvait pas assez écologistes dans les années 60, 70, qui était assez tôt. Mon grand-père aussi était engagé dans la résistance, très à gauche. Mes parents sont très écologistes. Et donc, moi, j'ai été bercée par des gens qui croyaient dans des idéaux.
Et les idéaux, les grands idéaux ont bercé mon enfance. Ils faisaient beaucoup de réunions politiques dans ma maison. Et donc, il y avait régulièrement 20 personnes qui débarquaient et ça parlait, ça se disputait, ça mangeait en même temps. C'était joyeux, c'était turbulent. Dans les Hautes-Alpes, il y a beaucoup de gens alternatifs, donc on attrapait des poux. C'était cette espèce de grand foutoir-là qui était un mélange de gens extrêmement brillants, de discours que je sentais de manière assez inconsciente, structurant. Mais ça, je me le suis dit après, hein, bien sûr. Et je m'endormais souvent sur le canapé. Et ça, par exemple, tu demandais tout à l'heure s'il y avait du moi là-dedans. La Toya, quand elle est dans sa chambre et qu'elle écoute les gens sur la terrasse, ça, c'est des choses que je suis allée chercher dans mes souvenirs d'enfance. De moi qui m'endormais en écoutant ces voix-là qui échafaudaient des projets, des festivals solaires, des combats contre l'autoroute, des actions, des choses comme ça. Et ces gens qui échafaudaient des plans, ça m'endormait, et ça m'endormait et ça se mêlait à mes rêves. Et donc, je viens de ce terreau-là politique. Et donc, j'ai nourri cette libido politique pour 1936 très tôt, en regardant des films, en entendant parler mes parents et mes grands-parents de la guerre d'Espagne. Et la deuxième période pour laquelle plus adolescente que maintenant d'ailleurs, mais c'était mai 68. J'aurais rêvé d'être ado en mai 68. Moi, je suis née dans une période où il y a la fin des idéaux. Et ça a été une friction entre mon âge et le monde dans lequel j'évoluais qui a fait naître des désirs aussi de faire vivre peut-être aussi dans le papier des gens qui étaient pétris, qui étaient portés, qui étaient poussés par des rêves que certainement moi je continue à nourrir. Et donc voilà, ça. Et pour la période de 1936, c'est une période en fait qui est précédée d'une longue maturation libertaire en Espagne, où dans les villes et aussi dans les campagnes frémit un mouvement paysan et ouvrier qui nourrit l'espoir d'abattre le capitalisme, tout simplement, et de vivre de manière autonome. Parce que c'est une Espagne qui est asservie par des propriétaires terriens qui exploitent de manière presque, c'est du servage à l'époque, les paysans, les ouvriers se tuent à la tâche évidemment, et il y a une prise de conscience, et puis il y a des instituteurs qui vont dans les campagnes, et beaucoup d'instituteurs libertaires, et qui apprennent à lire, à écrire, pour éveiller les consciences, pour que les gens soient autonomes, pour qu'ils prennent en main leur destin, et qu'il y ait une autogestion. Et d'ailleurs très bien dans le livre, à un moment donné, ils prennent conscience de leur poids, du travail, oui. Qui est reconnu. Leur force de travail. Mais ça se passe à plein d'endroits en Europe, dans le monde, à cette époque-là, mais il se trouve que dans les années 36, le contexte a fait que la révolution a été possible. Il y a eu ce qu'on appelle le bref été de l'anarchie, où les paysans et les ouvriers ont arrêté de travailler pour leurs patrons, pour les propriétaires terriens, et se sont constitués en collectivités autogérées. Et il y a eu des expériences assez folles où ils ont inventé sur le tas comment on pouvait essayer de fonctionner de manière, en essayant de ne pas écraser l'autre, ce qui était très beau, moi, que je trouve particulièrement beau, que je retrouve un peu dans les ZAD d'ailleurs. C'est un topos que j'aime. Je pense qu'un jour j'aurais envie de m'emparer de ça d'un point de vue littéraire. Et donc voilà, ça c'est pour la période historique, et j'ai perdu le troisième pan de ta question. Oui, il n'y en avait que deux. Et c'est vrai? Oui, que ça. Les sources, comment tu t'es nourri de... Oui, les sources, c'est une bonne question. Oui, mais ça c'est important, oui, les écueils du roman historique, pourquoi oui, c'est ça. Et donc, un peu sachant tout ça, mais de manière pas spécialiste, j'avais juste vu des films, lu des choses quand même, hein. Et voulant m'emparer de cette période-là, après Gérard Depardieu, mon arrière-grand-père, je me suis dit, il faut que tu te documentes. Donc, j'ai appelé Jacques Beaujard de la librairie Quilombo, à qui j'ai commandé, qui est une librairie libertaire,
Paris que j'aime bien citer parce qu'ils ont un fonds de littérature d'essai assez monumental. Et donc je lui ai acheté à peu près tout ce qui se fait sur le sujet, tout ce qui s'est écrit sur le sujet, et notamment une somme d'un type qui s'appelle Burnett Bolton et qui a écrit Guerre d'Espagne, Révolution contre Révolution, 1936-1939. Ça fait, je ne sais pas, je ne veux pas dire 1500 pages, mais un truc comme ça, c'est comme du papier Pléiade, c'est fin comme un papier à cigarette, c'est écrit tout petit, il y a un appareil de notes hallucinant, et je me le suis farci. Donc, je m'en suis emparée en me disant, tu le lis, tu t'en imprègnes, pas comme une historienne, tu vois ce qui va rester et tu l'oublies. Ouais, exactement, et tu l'oublies. Et je me suis vraiment adossée à ça, mais j'ai vu ce qu'il en restait. Et ça m'a permis la structure chronologique du roman. Il a fallu revenir ensuite sur la structure chronologique pour que l'histoire avec un grand H se superpose au destin pluriel des uns et des autres et qu'il n'y ait pas d'invraisemblance et d'incohérence. Ça a été un travail d'ajustement des dates par rapport aux âges des personnages, etc. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que j'avais très peur, mais j'ai toujours très peur quand je commence un texte. Et là, j'avais très peur de la... Non, c'est pas vrai, j'avais pas très peur, j'avais plus très peur. J'ai toujours eu très peur de la vraisemblance, et c'est pour ça que j'ai écrit mes 2 premiers textes dans des ailleurs et des non-lieux et des non-temps. C'est ça. Parce que ça me permettait, j'avais l'impression de me protéger de la vraisemblance et de l'inflation du réel. Certainement, force m'est de constater que j'ai dû prendre une forme de confiance dans la fiction pour me dire que je peux me couler dans ce réel-là et me servir de tous les outils que j'ai à ma portée, le conte, la fiction, la métaphore, la poésie, pour dire quelque chose de ce réel sans le trahir. Parce que j'avais très très peur de trahir le réel et de devoir tout dire si je m'en emparais. Alors, j'avais déjà une petite expérience d'une saga que j'avais placée dans un siècle. On n'en dira pas trop, mais on bosse dessus. Mais j'avais eu dans cette saga-là besoin de l'artifice, du merveilleux, du fantastique encore pour pouvoir m'y couler dans ce siècle-là. Et là, il y a eu un moment donné avec le personnage de Maria où j'ai senti le vent tourner, je me suis dit, oh là là, tu vas vers la sorcière. Et là, j'ai tenu ma bride à court pour me dire non, là, tu deviens marionnettiste si tu fais ça. Là, tu vas vers des choses et puis tu vas un petit peu vers du procédé, tu t'installes dans tes petits chaussons. Et donc, là, je me suis dit, non, reste dans l'histoire, reste dans le roman avec de la patine, pourquoi pas de conte, mais n'y va pas à fond. C'est ça. Ouais. Sans le conte en filigrane, mais on se refait pas. Stéphanie. Oui, il y a une question de Gwenaëlle. Pourquoi le choix des 3 parties, comme dans la tragédie classique peut-être, et de la rupture chronologique pour structurer le roman? 3 parties plus introduction et conclusion, parce que les deux sont aussi essentiels pour la compréhension du texte. Ça fait 5. Oui. Ça fait 5. Ouais. Ça, c'est classique. Hein. Ça fait pas beaucoup de temps que je parle de ce texte. Donc, je le découvre en même temps que vous aussi. Les 3 sont numérotés, les 2 autres non. L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées. Ils sont hors du temps. Oui, mais n'empêche qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là. Ils rythment. C'est des mouvements du texte. Et on les relit. En tout cas, j'ai relu le premier paragraphe après la fin du livre. Et on a un éclairage supplémentaire, en tout cas, c'est intéressant. C'est fait exprès. Mais donc en parlant et en le lisant, le texte, puisqu'on me demande de lire des passages, je me rends compte qu'il a une forme de théâtralité et que le discours direct est très présent, plus prégnant que dans les autres,
et que même dans le déplacement des personnages, il y a quelque chose de théâtral. Donc, ce 5-là, ce mouvement en 5 et 5 actes, oui, il y a la tragédie derrière. Je crois, enfin, je me le suis formulé au cours de l'écriture, pour tout dire. Je me suis dit, tiens, tu es quand même pétri de tes études universitaires, là, mais voilà, je ne suis pas allée contre. Je suis pas allée contre. Quant à la rupture temporelle... Il y a beaucoup d'ellipses. Parce qu'il faut que le lecteur bosse un peu quand même. Voilà, alors on va y venir justement sur ce pouvoir de suggestion. Et là, tu es une maître dans le pouvoir de suggestion. À chaque fois, tous tes textes, le lecteur ne mâche rien. Tu ne mâches rien au lecteur. À chaque fois, le lecteur doit chercher. C'est un jeu de pistes. Oui. Tu ne le fais pas forcément consciemment, peut-être. Si. Voilà, si, alors, tu le fais consciemment. Voilà. Mais justement, on a cette tendance à voir chez toi ce côté facétieux. Tu veux faire travailler le lecteur, ce qui n'est pas toujours le cas chez beaucoup d'auteurs. Là, pour le coup, la suggestion, c'est quelque chose qui te caractérise parfaitement. Mais je veux bien l'endosser, le mot de suggestion, dans la structure et dans la phrase. Dans le travail de la phrase, je travaille la phrase, et ça vient de Valérie Edmar. C'est quelque chose qu'ils m'ont appris quand je leur ai envoyé le manuscrit d'une immense sensation de calme. C'était un premier manuscrit, je l'avais écrit, j'avais 30 ans, et j'étais professeure, et je le suis toujours, et j'avais envie d'être publiée, donc je voulais montrer que j'écrivais bien, et donc je voulais tout dire, et je prenais le lecteur par la main, et je lui disais, regarde comme cette histoire d'amour est incandescente, et le mot incandescent, j'ai fait une recherche dans le manuscrit, il devait apparaître 20 fois, ce qui est beaucoup trop, il ne devait jamais apparaître, et une fois de temps en temps, voilà, on peut se permettre une fois. Mais Marc et Valérie, là, m'ont vraiment appris à trancher dans le lard, supprimer l'adjectif, supprimer l'adverbe de trop, faire respirer le texte, et ils m'ont fait comprendre à quel point c'était nécessaire, parce que c'était de là que se glissait le lecteur et que se glissait la part d'imaginaire du lecteur qui pouvait se couler lui dans les mots, dans la phrase, et y mettre ses propres images, ses propres angoisses et sa propre intensité, et que la phrase sèche, c'était peut-être la phrase la plus ample. C'est beau, ça. C'est celle qui se déploie le plus dans l'esprit du lecteur. Et dans le silence. Dans le silence. Et ça, moi, quand j'écris, j'ai beaucoup de métaphores en tête pour justement m'aider à travailler le silence, et notamment celle de la dentelle. Tu parlais tout à l'heure, quand tu as dit le mot dentelle, je l'ai saisi au vol, et je me suis dit qu'on en dirait quelque chose ce soir. La dentelle, ça se travaille par le vide. Et c'est du tissu qui est là, mais pour rehausser le vide. Et je crois quand même moi, je sais, je n'en fais pas une loi du tout, parce qu'il y a des régimes de texte et de narration qui appellent la profusion et qui appellent c'est leur règle du jeu. Hein. Mais en tout cas, pour les 3 textes, là, en l'occurrence, la suggestion, il gagnait à ce que je travaille dans la suggestion et à ce que je les aère et que je fasse place au lecteur, que je ne le prenne pas par la main. Et ce, malgré le contexte historique. Et bien là, c'est la liberté que je me suis permise. Je me suis autorisée cette liberté-là de ne pas tout dire, justement de ne pas être professorale, et que ce n'était pas le but. C'était pas le but. Et en cours de route, je me suis dit, mais ça pourrait... J'ai cristallisé des choses sur 1936 en Espagne, ça m'appartient, c'est à moi, mais ça pourrait être une jacquerie qui se situe à n'importe quel endroit. Et ensuite, en discutant avec ma tante, qui est très érudite, elle a évoqué beaucoup de livres, et notamment Jacques le Croquant, en me disant, mais il y a énormément d'échos avec Jacques le Croquant que j'ai lu quand j'étais... Je devais avoir même pas une dizaine d'années, quelque chose comme ça, et je ne l'ai plus jamais relu. Et il y a un sous-sol pour s'échapper, c'est une jacquerie, je ne vais pas égrener tous les échos, mais cette intertextualité-là est assez drôle.
Stéphanie. Oui, une question de Ego Lector, je ne sais pas ton prénom. Amélie. Voilà, Amélie. Alors, ce roman, est-ce aussi pour... Dans la tête. Donc, ce roman, est-ce aussi pour combler une sorte de silence sur cette période terrible imposée par la suite de l'histoire et des pudeurs familiales? Oh, est-ce que non, alors, c'est pas pour ça. Que je sois touchée par le silence qui occulte cette période-là, et notamment en Espagne, et qui continue, hein, le secret, et puis ces fausses communes qui continuent à exister et qu'on explore maintenant pour identifier les ossements. Enfin, il y a un documentaire très beau qui s'appelle Le silence des autres, justement, qui, pour le coup, qui a donné naissance à l'image à l'image des œillets. Les œillets du roman, ils viennent de ce documentaire. Dans ce documentaire, ça commence par une vieille dame qui est en déambulateur et qui avance sous un soleil de plomb en Espagne sur une route, un ruban comme ça qui vibre à la chaleur. Et elle a un visage travaillé, elle n'a plus de dents, elle a des poils sur son visage et on sent que la vie l'a cassée. Et chaque, je ne sais plus quelle est la fréquence, si c'est chaque semaine ou chaque mois, enfin, peu importe, mais en tout cas, régulièrement, cette dame-là, elle va poser des fleurs sur une glissière de sécurité. Parce que c'est là que sa mère a été enterrée, parce qu'elle a été abattue, alors qu'elle n'était pas vraiment républicaine plus que ça. Mais toujours est-il qu'elle a été traînée par les phalangistes dans tout le village, abattue sur place, et sa fille, jusqu'à la fin de sa vie, cherche à restaurer le corps de sa mère qui est sous le goudron maintenant, parce qu'une route a été coulée sous le... Donc ça, vraiment, ça, je le dois à ce documentaire qui m'a marqué de manière profonde. Derrière chaque bouquet, au bord de la route, l'anaphore qui commence le livre, justement. Ce motif-là, c'est vrai, j'en ai pas parlé cette semaine de ce documentaire-là, mais il m'a profondément marqué. Et c'était le silence. Encore, il y a des gens qui œuvrent dans des associations, il y a des procès qui sont ouverts en Argentine, parce qu'on ne peut pas les ouvrir en Espagne, parce qu'il y a eu une loi en 1975 d'amnistie collective qui a fait que c'était pour amnistier, c'était les pavés de bonnes intentions, hein, on voulait amnistier les prisonniers politiques républicains, sauf que ce qui a été voté, c'était une amnistie générale, et donc aussi les franquistes. C'est le dernier film d'Almodovar, d'ailleurs, oui, qui en parle aussi. Ouais. C'est une analogie qui n'est pas très bien fait, mais en tout cas, il en parle. Stéphanie. Oui, une question de Nicole, enfin plutôt une remarque. Laurine, tu t'es fait plaisir avec les scènes de cuisine. Oui. Alors là, en principe, la question a été notée pour juste avant le repas, pour nous mettre en appétit, mais c'est exactement ça. Ça n'arrête pas. Mais c'est Gérard Depardieu. Ah oui, là c'est sûr. Et la vie tout court. Et ma grand-mère. Dedans, là, j'y ai déposé ma grand-mère, les odeurs de cuisine, ses gestes et ses bras qui faisaient ça. Et à sa table, on pouvait tous venir, il y avait toujours de quoi manger. Et des tables comme ça, j'en ai connu quelques-unes. Il y en a une autre, une amie à moi qui vivait dans une ferme et chez qui j'ai passé beaucoup de temps. Ses parents étaient paysans et eux, ils venaient d'Italie. Et ils s'étaient installés dans les Hautes-Alpes. Et la table était toujours dressée pour un invité. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Et là aussi, je voulais rendre grâce à ça, ces tablés-là qui m'ont construite, qui m'ont apporté tant de plaisir aussi. Et puis moi, j'aime cuisiner. Je cuisine beaucoup comme j'écris d'ailleurs, de manière un peu au flair, enfin, avec des associations sucré-salé. Et je voulais une écriture. Et ça, dès le début, je me suis dit, je dois avoir une écriture sucré-salé. Ça peut paraître là aussi un peu étrange, mais moi, ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup et ça parlait du marais, ça parlait du marécage, ça parlait de la cuisine catalane, qui est une cuisine de terre et de mer, où on cuisine le poisson, les crustacés avec le lapin, avec le poulet, où on cuisine le soleil avec la mer. Et ça, je trouvais que poétiquement, c'était extrêmement stimulant. Et c'était un défi que je voulais saliver en écrivant. Je voulais
trouver les mots et les rythmes qui incarnent la texture, la matière. Je voulais de la matière. Enfin, j'aime la matière. Avec les mots espagnols que tu insères tout au long du texte, tu voulais une langue originale aussi. Oui, alors ça, c'est un... C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et puis, alors, c'était compliqué parce qu'il y a eu un grand dilemme. C'était la question du castillan et du catalan. Alors, ça se passe en Catalogne. Et la langue qui traverse le texte, c'est le castillan. Ce qui, pour le coup, est une entorse à la vraisemblance historique et géographique. Mais, il y a un mais, il y avait une raison tout à fait... sur laquelle on ne pouvait pas transiger, c'était le caractère audible pour des lecteurs français de ces passages-là en langue étrangère. Et force est de constater que ce qui résonne dans nos prérequis langagiers, c'est le castillan et qu'on a en tête, nous, Français, des insultes. J'avais envie de mettre des insultes, j'avais envie d'une langue un peu turbulente aussi, qui vienne un peu rentrer dans l'art, comme c'était le cas. Là, les paysans, ils vont rentrer dans l'art de la marquise, ils vont rentrer dans l'art de Carlos, et donc il fallait que les mots, ils cognent. Et donc, cette langue-là, il fallait que les lecteurs puissent la comprendre et le castillan, ça fonctionnait à l'oreille, pour une oreille française. Et le catalan, on a essayé. Et... Donc ça aurait nécessité des appels de notes parce que effectivement, le catalan est complexe d'abord pour un Français. Donc voilà. Nous avons fait ce choix. Après longue conversation. N'en parlons pas. On ne veut pas avoir de problème avec les Catalans. Oui, il y avait un Espagnol hier qui a très bien compris à la librairie Champ Magnétique. Non, puis moi, on peut s'en ouvrir très, très simplement. Hein. C'est un regret, c'est une amertume de ne pas pouvoir avoir... de pas être allé jusque-là. Jusque-là. Alors, rentrer dans l'art, c'est une expression qui va parfaitement pour ma prochaine question, parce qu'on va parler de Carlos, ce petit marquis qui... J'ai vu, hein. Encore un vieux pervers, encore un pervers. Je n'ai pas noté ça dans le texte, mais... Celui-là est jeune. Oui. On progresse. Donc, encore un vieux pervers, ça fait déjà 3 après Igor et le vieux dans le sanctuaire. Non, Igor. Allez, Igor, allez. Alors là, je m'inscris en faux, mais alors absolument. Alors là, je vais te rentrer dans l'art. Parce que Igor n'est absolument pas pervers. Igor est animal, magnétique, froid. Oui. Mais il n'y a aucune perversion dans le personnage d'Igor. Alors là, Ni perversité. Ni perversité. Ah ouais. Mais il y a quand même cette figure du mal qui traverse tes 3 livres. Une certaine figure. Une certaine figure, oui, plutôt parfois perverse, parfois brutale, parfois violente. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé sur le sanctuaire où on avait vu... je ne vais pas dire ta fascination, mais presque, peut-être, pour ce genre de personnage-là dans l'écriture, pas dans la vraie vie. Ah oui. Hein, oui. Mais uniquement cette fascination-là d'insérer une figure masculine qui va loin, qui est toujours à la limite, et qui, là, pour le coup, avec le petit marquis, Carlos, donc le fils de la marquise qui tient ce château-là, il y a cette volonté-là aussi d'être cru, véritablement, même dans le langage. Parfois, tu es extrêmement cru, pour aussi montrer la réalité des choses. Oui. Tu n'édulcores rien du tout. Non. Le roman doit se coltiner avec le réel. Justement, si on s'en empare, il faut s'en emparer avec tout ce que le réel nous offre et aussi tout ce qui nous oblige à encaisser. Et donc le mal absolu, bien sûr, il suffit d'écouter les informations moi je suis toujours très étonnée qu'on me dise vos romans sont violents. Non, c'est pas violent. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est quelque chose qu'on me renvoie souvent. Notre part de noirceur humaine. Et c'est ce que je réponds systématiquement. Mais dans quel monde vivez-vous?
Tout à fait. Oui. Donc, alors, j'ai pas une fascination. Hein. Non, c'est pas du tout. Non, je crois pas. Le terme, je pense pas qu'il soit approprié. Fascination. Je pense que narrativement parlant et dramaturgiquement parlant, ce sont des figures qui sont plaisantes à faire évoluer parce que c'est des catalyseurs d'intensité, c'est des accélérateurs de particules pour l'histoire, ces personnages-là. Et puis il y a la marquise. La marquise, elle n'est pas en reste. Enfin, c'est pas forcément des personnages. Tu compenses toujours avec Horatio, par exemple. Et voilà, et j'allais dire, dans ce roman-là, il y a le personnage de Juan aussi, qui pour moi est un avatar masculin extrêmement beau. Enfin, j'ai énormément d'affection pour ce personnage-là. Je lui ai d'ailleurs donné le nom de mon père, donc c'est pas, il s'appelle Jean-Fabien, mais je voulais faire sonner ce Juan, qui est un prénom qui traverse les générations dans ma famille. Il y a le personnage d'Horatio, qui est un personnage d'une grande douceur et d'une grande tendresse. Donc là, j'avais vraiment pas envie de jeter les hommes aux orties, hein, loin de là. Loin de là. Alors que le texte soit innervé par mon féminisme, c'est une évidence. Oui. Ça, c'est sûr. C'est certain. Tu dis à un moment donné, existe-t-il chez les meilleurs, sa mère par exemple, une poche qui retiendrait toutes les pulsions? C'est un peu ça au final. Ouais. Cette part de noirceur qu'on garde en chacun d'entre nous, peut-être à un moment donné. Ouais, ça, c'est quand même le grand mystère. Hein. Moi, j'aime quand les auteurs s'y frottent, s'y coltinent. J'adore Roberto Bolaño pour ça, parce qu'il va... j'aime ça. Citer Bolaño dans un hôtel Proust, avec Laurine Roux. Alors là, je vais peut-être vous raconter une petite anecdote à ce sujet, parce que je suis pas peu fière d'une chose. J'ai rencontré un ami de Bolaño. J'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer Sergio González Rodríguez, qui est un écrivain mexicain qui était ami avec Bolaño, qui malheureusement est mort maintenant, et qui est un des personnages de 2666. C'est un des journalistes de 2666. Petite parenthèse, je le fais. Mais parce que ça a été une rencontre quand j'étais jeune, très, très fondatrice, et notamment par rapport à l'écriture. Je ne nourrissais pas du tout de désir d'écrire à ce moment-là, enfin, en tout cas de publier. J'écrivais, mais pour moi. Et cette rencontre-là de cet homme avec qui j'ai fait la fête à Marseille, enfin, avec qui on a arpenté la ville en parlant littérature, et il nous a dit, c'est marrant par rapport à la violence, c'est bien que je le cite là, et on était avec mes copines et moi, et une amie qui était très amie avec lui et qui travaillait en tant qu'anthropologue au Mexique et qui le connaissait de là, et il nous appelait les mujeres barbaras. Oui, des femmes dures. Okay. Est-ce qu'on pourrait parler du boom? Ah, pardon. J'ai encore c'est Isabelle. Oui, vas-y. Non, mais si alors, une remarque, en fait, qui est à la fois une question, c'est par rapport à l'histoire des bébés volés. Est-ce que c'était une volonté aussi d'aborder ce sujet? Et je fais une parenthèse parce qu'il y a un livre qui est super, qui est un polar, mais qui s'appelle Malavida, Marc Fernandez, et qui aborde vraiment ce sujet, qui a été, pareil, très tardivement, comme les charniers, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je le dis maintenant. Ça a été aussi très tardif. Les premiers procès sont hyper tard, je ne sais plus, c'est dans les années 80, enfin, c'est bien après la mort même de Franco. Je voulais savoir si c'était une volonté vraiment d'aborder ce sujet-là particulièrement. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la couverture. Oui, c'était une volonté. Et ça, quand j'ai appris l'ampleur des vols, des arrachements de nourrissons des mères républicaines, j'étais effarée.
je m'en suis rendu compte assez tardivement, il y a quelques années. Moi, je ne le savais pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve faramineux, qu'un pays entier, que cette chape de plomb qui continue à peser sur l'Espagne comme ça, ouais, je pouvais pas le taire dans ce texte-là qui évoquait cette période-là. Ça me paraissait, là, vraiment, pour le coup, une probité historique. Alors, la couverture. Oui, parce que du coup, sur la couverture, il y a des femmes qui travaillent au fond. C'est plutôt une question pour Valérie. Il y a des hommes aussi. Oui, il y a des hommes aussi. Ils ne sont pas pervers, hein, vérifiez. En fait, ça a été. C'est Sandrine qui est là, qui est en charge des couvertures. Exceptionnel, Sandrine. Hein. Et en fait, ça a été là aussi, ça a été un long processus, cette couverture. Il y a eu plusieurs étapes. Alors, l'idée, à un moment, a été de représenter, tu me diras, Sandrine, si je me trompe, mais une jeune fille. Alors, c'était compliqué parce que figer l'image d'une jeune fille qui est l'un des personnages principaux, c'est toujours un risque de guider le lecteur en librairie vers quelque chose de très identifié. Donc, il y a eu comme ça pas mal de recherches dans cette direction-là. Et en fait, il nous est apparu quand même que c'est un roman du collectif, c'est un roman de l'ensemble, c'est un roman d'un désir partagé, d'une nécessité partagée, d'un destin partagé. Quand on a trouvé cette image qui se passe vraiment à l'époque, vraiment dans le lieu, et qui dessine cette espèce de S qui est comme un fleuve humain, je veux dire que ça a été un peu une victoire sur de nombreuses heures de recherche iconographique. Parce que ça prend beaucoup de temps de se dire. Alors, évidemment qu'il faut que ce soit graphique, évidemment qu'il faut que ça se repère en librairie. Ça, c'est compliqué aussi. Il faut qu'une couverture soit attire d'une certaine façon le regard sur une table où, Dieu sait s'il y en a des livres. Mais il y a aussi évidemment la question du sens. Et de temps en temps, il faut s'éloigner du sens. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a certaines couvertures où, quand Sandrine y travaille, elle s'éloigne du sens. Et c'est nécessaire, parce que sinon le sens est trop évident et donne trop d'indications. Et il ne faut pas que ce soit illustratif. Il faut que là aussi, on soit dans la suggestion. Suggestion, S comme sonneur, comme le S là. S comme Sandrine, en fait, c'est voilà, S comme Sandrine, on a la limite de la secte. Je n'avais pas vu que c'était un S. Tu n'avais pas vu que ça venait S? Non plus, je viens de découvrir aussi. Ouais. Je le réalisais à l'instant. Quand on l'a vu, moi, ça m'a tout de suite marqué j'ai vu le fleuve, mais plus le S. Le fleuve aussi, oui. Et j'aimerais qu'on parle du POUM, ce parti ouvrier d'unification marxiste, qui est extrêmement important, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de Français savent qui est le POUM, justement, et quel est l'impact qu'il a eu en Espagne. C'est compliqué, l'histoire de 36 en Espagne et de l'échec de cette révolution. Et puis, c'est compliqué parce que c'était des gens qui aspiraient à la même chose, et plus ou moins par des moyens différents, mais qui, pour plein de raisons, parce qu'il y a eu la non-intervention des États démocratiques autour des gens, en premier lieu, parce que les États fascistes de l'Italie et l'Allemagne ont armé, pour préparer d'ailleurs l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, ont armé le camp franquiste, parce qu'au sein même des Républicains, il y a eu des querelles de chapelle insensées, et notamment entre le POUM, la CNT, le FAI, qui étaient différentes factions républicaines. Enfin, c'était une mosaïque de plein de gens qui avaient
on va pas faire, enfin, je serais incapable de vraiment très précisément situer les uns vis-à-vis des autres. Enfin, mais toujours est-il que cette incapacité à s'entendre, et notamment les communistes qui ont eu un rôle terrible dans ce conflit-là, moi, en tout cas, me parle tellement de notre aujourd'hui et de l'incapacité de la gauche à s'unir Quoi que c'était impossible. Enfin, je ne pouvais pas ne pas écrire depuis ma rage. C'était aussi une manière pour moi d'exorciser une colère bien réelle, présente, vivace, et d'en faire quelque chose plutôt que de m'énerver dans mon coin. Donc, parfois, l'écriture, oui, c'est une forme de cri, un peu désespéré, mais... Okay. Stéphanie? Oui, quelles sont les significations que vous donnez au titre, aussi bien les significations géographiques que symboliques? Géographique. En sachant, j'avais noté une phrase, la phrase que sûrement tout le monde a lue, les anguilles qui cherchent toujours à revenir là où elles sont nées, ça aurait pu être le titre. Est-ce qu'il y a eu débat sur cette question du titre? Est-ce que l'autre moitié du monde apparaît dans le texte? Et les deux mots, l'autre moitié, apparaissent beaucoup de fois, peut-être autant qu'incandescents, dans leur sensation de calme. Et donc, est-ce qu'il y a eu débat sur ce titre-là? Non. C'était tout de suite. Non. Quand je l'ai trouvé, j'étais à peu près à un tiers de l'écriture du roman. Il m'est apparu, il m'a été offert, parce qu'il m'est arrivé comme ça. Et j'étais en train d'écouter Bach, le fameux concerto, dans un train, dans le Trièves, pour rentrer chez moi, comme une anguille, après une rencontre littéraire. Et l'autre moitié du monde, c'était polysémique, ça, oui, c'est l'autre moitié du monde géographique. L'autre moitié du monde aussi, c'est tous les fantômes qui continuent à vivre dans l'esprit de Toya et tous ceux qu'elle chante et qu'elle maintient en vie à travers des fleurs, à travers une couleur, ce rouge. C'est l'autre moitié du monde, c'est l'histoire d'amour. C'est l'histoire des paysans. C'est l'histoire des paysans, voilà, j'allais dire, c'est politique aussi. Et tout ça me plaisait beaucoup, que ça circule. J'aime bien que les titres soient en mouvement, qu'ils ne soient pas figés, qu'ils ne figent pas l'histoire, mais qu'ils viennent là, l'envelopper, voilà, que ça bouge. Et si l'expression l'autre moitié du monde est dans le texte, c'est parce que je l'ai placé après avoir trouvé le titre. Ah. Comme un noyau dans le fruit. Il n'y a plus de suggestions là. Non. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un premier extrait? Pas avec mon exemplaire, trop annoté. Je suis extrêmement indiscrète et j'adorerais. Attends, c'est très frustrant. On se fait les sèches? Elle déballe les sèches sur la table. 5 bêtes de belle taille, zébrées de marron. Les lave à grande eau. Pour le riz, il faut prélever la poche d'encre sans la crever. Toya glisse ses doigts à l'intérieur de l'animal. C'est gluant et dur à la fois. L'os n'est jamais loin, prêt à sectionner les phalanges. Elle extrait précautionneusement cette ogive, puis elle coupe les parties comestibles, ailes, tentacules, muscles, les dépiote. Tout à l'intérieur se révèle vierge, laissant penser que la bête a concentré ses vicissitudes dans cette liqueur noire. Toya se demande, en va-t-il ainsi des êtres humains? Existe-t-il chez les meilleurs, sa mère par exemple, une poche qui retiendrait toutes les pulsions? La petite scrute le visage de Pilar, sa douceur inviolable. Occupée à faire dorer les oignons, celle-ci ne lui prête aucune attention. Saisit la vésicule et la presse. Le mucus gicle et obscurcit le fond de la poêle. Toya le sent. Quelque chose
au fond de sa mère, loin dans ses chairs, sécrète des humeurs. C'est pourtant d'une voix enjouée que Pilar lui réclame 2 piments et 3 tomates. Toya pousse la porte, file au potager. Pépé n'est pas là. L'enfant tâte les fruits, s'attarde un instant sur les teintes orangées, les veines rouges qui irriguent le cœur. Soudain, un bruit. Staccato de pattes, friction de poils, souffle puissant, humide. Toya comprend tout de suite. Un alano a dû s'enfuir du chenil. Elle se contracte, serre les poings. À force, peut-être disparaîtra-t-elle, liquéfiée dans une poche noire de peur. Il lui suffira de libérer le nuage d'encre comme les sèches. Mais Toya n'a rien dans Mollusque. Dans quelques secondes, elle sera face au chien, à cette espèce venue jadis de contrées barbares, dressée par les Scythes pour grossir les armées, déterrer les survivants sous les monceaux de cadavres et les achever à coups de crocs. Alors, dans la clarté immobile qu'offrent les grands périls, l'enfant ne trouve rien d'autre à répliquer que de cueillir une tomate et de croquer dedans. Merci. On en lira donc un second tout à l'heure. Ok. Si j'ai l'exemplaire. Hein. Ce qui m'a frappé aussi, c'est dans ce roman-là, c'est le rôle de la nature. J'ai eu l'impression qu'elle agissait comme une sorte de narrateur omniscient. C'est elle qui nous racontait l'histoire. Il y a toujours, dans tes 3 romans, il y a toujours eu cette nature, cette faune, cette flore. On a beaucoup parlé de la cuisine tout à l'heure, mais il y a aussi ça, et ça transpire à chaque fois dans tous tes textes. Mais est-ce que ce narrateur omniscient, est-ce que ce serait pas plus objectif au final qu'un auteur? Est-ce que la nature a ce rôle-là de narrateur omniscient, de narrateur objectif? Je ne l'avais jamais envisagé comme ça. C'est intéressant. Ça me plaît. C'est pas ce qui a présidé au choix de la 3e personne, en tout cas. Mais tu vis dans les Hautes-Alpes, tu es entouré de nature, et on a l'impression que tu ne pourrais pas écrire sans. Ça me serait difficile, je pense. Dans le texte que je travaille actuellement, il y a moins de nature, mais il y a des motifs. Il y a une nature domestiquée. Nature domestiquée, oui, tu as raison. Mais elle est là. C'est vrai. Oui, bien sûr. On va quand même jusqu'au jardin des plantes. Hein. Donc, non, elle est là. Alors, c'est une autre nature. Mais bien sûr, non, mais bien sûr, mais évidemment, mais, enfin, c'est fou quand même. Et puis, il y a une lignée de chats qui... Non, elle est là. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'était assez amusant, donc Laurine a fait une rencontre dans la librairie Quilombo dont elle parlait tout à l'heure, et Jacques, qui est donc le libraire dont Laurine parlait tout à l'heure, a compté qu'il y avait 11 espèces d'oiseaux dans l'autre moitié du monde. Il est allé jusqu'à... Parce que lui aussi, ça l'a beaucoup marqué. On fait avec ce qu'on est. Moi, je vis, j'ai grandi en me coltinant à la nature, en me coltinant au froid, au grand ciel bleu des Hautes-Alpes, à la minéralité des falaises, aux montagnes, aux saisons. J'ai été très libre quand j'étais enfant de naviguer, me promener de partout. J'étais très solitaire et ma mère me laissait partir 4 heures comme ça sans qu'elle sache où j'allais. Et donc, mon réservoir de souvenirs sensitifs, il m'a été offert par la nature. J'y suis revenue, là encore comme une anguille. Je suis revenue chez moi, c'est marrant de le dire comme ça, mais en tout cas dans les Hautes-Alpes, je vis dans une maison qui est entourée d'arbres, qui est entourée d'oiseaux, de traces de bêtes qu'on ne voit pas mais qu'on sait là, des chevreuils. Ma fille a placé une caméra nocturne pour pouvoir voir la vie, ce qui se passe au revers de nous et quels sont les autres habitants de notre maison. Et ils sont très nombreux. Et je fais pas de différence entre les hommes, les bêtes, les plantes, les cailloux, tout ça,
c'est la matière, quoi. Enfin, c'est de la matière. Et cette conscience-là de la matière, je l'ai eue très tôt, qu'on n'était que matière. Et en ce moment, ma fille est fascinée par la question de l'atome. Elle a 5 ans et je lui ai expliqué ce que c'était que les atomes et elle trouve ça merveilleux et ça la rassure énormément. Et moi, ça me rassure énormément et je crois que comme je me coltine à la question de la mort dans le texte, parce que c'est quand même beaucoup ça qui motive l'écriture, se consoler en quelque sorte. De ceux qui sont plus là, de ceux qui sont toujours là, justement, et de les garder vivants à travers les mots, et se consoler aussi du fait que ceux qui sont toujours là vont partir, et que nous aussi, un jour, on va partir. L'écriture a cette vertu-là, non pas d'annuler ça, mais en tout cas d'être un baume, j'ai l'impression, et la conscience que n'être que matière, et pour l'athée que je suis, une forme d'apaisement. L'idée que la disparition n'est pas une vraie disparition, c'est une transformation, simplement. Et d'un point de vue juste physique, ça c'est quelque chose qui habite mes textes. Et la nature, c'est un mot que je n'utilise pas. C'est un mot trop extérieur. J'ai pas de mots pour parler de cet ensemble-là d'éléments. Souvent, il y a les mots éléments qui me viennent naturellement à l'esprit, à la bouche. Mais voilà. Je sais pas on précise que le roman de ta fille sortira bientôt au Sonneur à la rentrée sur l'atome. J'adorerais. Elles écrivent, ceci dit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve beau aussi, de transmettre ce goût des mots et le pouvoir que c'est aussi, le pouvoir pour traverser la vie, que de lire. Je ne fais pas de différence entre lire et écrire. Je pense que le pouvoir de lire est le même. C'est deux faces. Marie-Hélène Lafont, qui m'a fait la surprise, le cadeau, la facétie de venir hier à une rencontre à laquelle j'étais invitée à la librairie des Champs Magnétiques, dit que lire et écrire, c'est comme deux faces de inspirer et expirer. Elle le dit avec sa voix là, inspirer et expirer. On précise qu'on l'a reçu dans une rencontre Bill, numéro 140. J'étais dans le public, j'étais venue parce que oui, exact, Vincent m'avait prévenu, sachant que je m'adosse beaucoup à ce qu'elle dit de la littérature, je me reconnais beaucoup, bien qu'on ait des écritures qui soient assez différentes, mais on vient de la terre, toutes les deux, d'une terre forte, elle d'une terre volcanique, moi d'une terre glaciaire, et ça forge. Ça forge, et je pense que ça forge des écritures. Il y a une collection chez Artaud où les écrivains sont amenés à évoquer leur rapport à la géographie et au paysage. Et c'est une collection que je trouve passionnante, parce que je crois que... Et le festival de Saint-Dié-des-Vosges, qui invite des géographes et des écrivains pour s'emparer de thématiques, c'est peut-être le festival où j'ai eu le plus de plaisir à évoquer des questionnements, parce que justement, c'est géographie, l'écriture de la terre, au sens littéral du terme. Je crois que Julien Gracq était géographe, hein, oui, il me semble. Alors tout à l'heure, vous en avez... Pardon. Je n'arrive pas, je ne suis pas tourné. C'est normal, c'est pour ça. Ça m'intéresse que vous parliez de Marie-Hélène Lafont, parce que moi, je vous ai découverte avec ce roman grâce à l'invitation à Corvinal. Et j'ai justement évoqué Marie-Hélène Lafont à peu près aux 2/3 du livre. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans la phrase qui me faisait penser, pas que ça ressemble, comme vous le dites, mais dans votre façon plutôt de mêler une oralité qui peut être crue et très réaliste à une infinie, à quelque chose de très littéraire, accolé parfois dans la même phrase, dans les mêmes, juxtaposé dans deux propositions, comme vous dites. Et c'est en ça, moi je trouve que vous êtes parente de littérature et je trouve ça intéressant que vous l'ayez cité ce soir et qu'elle soit venue. Ça ne m'étonne pas. Je trouve que vous êtes un peu cousine, disons, cousine éloignée. Tu as bien fait de venir. Petite cousine. Hein. Tu as bien fait de venir. Mais non, ça me parle ce que vous dites de la phrase, ce que vous dites du brut et de la sophistication.
C'est des choses qui me parlent de s'emparer, d'empoigner le réel avec tout ce qu'il a de sublime et d'ignoble. Et en même temps, elle est professeure de français, agrégée de grammaire, et elle a les outils, Marie-Hélène Lafont. Je ne suis pas agrégée, j'ai le CAPES. Ah, d'accord. Mais en tout cas, j'ai étudié la littérature et ces outils-là, on les a. Et on ne s'en prive pas parce que c'est un terrain de jeu, c'est des jouets. Ah, c'est des jouets. Est-ce qu'on doit s'extirper de sa condition de prof de lettres, par exemple? Est-ce que, en tant qu'écrivain, est-ce qu'on n'est pas tellement impacté par les mots, par les lettres, par la grammaire, par la syntaxe? Justement, est-ce qu'on doit s'en extirper ou au contraire en faire un atout? Pendant longtemps, c'est un écueil, fatalement, parce qu'on a étudié les grands, les géants, et ils nous font de l'ombre. Quand on a passé... Saleté. Bah oui, moi j'ai mis très longtemps, et Marie-Hélène Lafont le dit très bien, elle a dit qu'elle a eu besoin d'être autorisée à écrire. Et moi, pendant très longtemps, j'ai vécu ça aussi, cet empêchement, parce que je me sentais minuscule et que tout avait été déjà dit, fait merveilleusement, et puis j'écrivais, je voyais bien que j'écrivais à la manière d'eux, que c'était du pastiche, que j'étais... Et à 30 ans, quand j'ai commencé Une immense sensation de calme, allez savoir pourquoi, et j'ai vraiment pas envie de savoir pourquoi, j'ai eu la sensation de trouver ma voix. Et voix VOIX, VOIE. Et de me dire oui, ça n'est que... C'est la langue que tu habites. La langue, quand tu l'apprends aux élèves, et quand tu la pratiques en écrivant. Et ça, c'est le même pays, hein, c'est pas... Non, donc, je ne crois pas qu'il y ait de... Longtemps, j'ai cru que c'était un peu schizophrénique. Et en fait, je crois que ça, je suis en train, c'est assez nouveau. Ça fait quelques courtes années que je me réconcilie. Et j'irai même plus loin, c'est que je voulais arrêter de travailler en tant que prof pour écrire, en me disant que c'était vraiment l'horizon idéal et le plus désirable qui soit. Et plus ça va, plus je me rends compte à quel point cet attachement et cet enracinement dans ma fonction d'enseignante et au milieu des jeunes, à transmettre la langue, était important pour plein de raisons politiques, mais pas que, mais aussi pour l'écriture. Et que je pense que c'est un des garde-fous qui permet de n'écrire que quand l'écriture s'offre à soi. Et si on commence à écrire pour en vivre, ben c'est compliqué. Voilà, donc, je ne dis pas que c'est facile. C'est extrêmement acrobatique d'endosser les deux métiers, mais il y a une garantie là que je commence à percevoir de manière précieuse. Alors que pendant très longtemps, à partir du moment où j'ai commencé à écrire Une immense sensation, enfin à publier, à travailler Une immense sensation de calme au Sonneur, je commençais déjà, alors même que je n'étais pas publiée, à me dire mais j'ai envie d'en vivre, de l'écriture. En fait, non, j'ai envie de l'écriture puisqu'elle me... Pas financièrement, mais... Non, mais j'en vis en termes de plaisir, et puis elle me charpente, elle est nécessaire, donc j'en vis. Ça serait idéal si je me vivais financièrement, bien sûr, évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Vous en avez dit trop ou pas assez tout à l'heure sur le prochain roman. Moi, je n'ai rien posé comme question. Hein. Je laisse Valérie... Je ne fais qu'écouter. J'ai cru comprendre qu'il y en avait bientôt un prochain qui allait sortir cette année, un deuxième cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est l'année 2022, c'est l'année Laurine Roux au Sonneur. Ce fut une décision mûrement réfléchie. En fait, il s'est passé quelque chose de très courant, c'est que
Laurine avait ce manuscrit et un jour, lors d'une conversation, elle m'a dit, bon, voilà, j'ai ressorti ce manuscrit. Je ne sais pas très bien à qui l'envoyer parce que ça me semble être plutôt un manuscrit jeunesse, c'est ce que tu m'as dit. Ah, mais à la lisière des genres, en même temps, je ne sais pas très bien qu'en faire, si je dois l'envoyer ailleurs. Je dis non, tu vas d'abord commencer par nous l'envoyer. Le sanctuaire était un petit peu dans cette veine-là. On était à la lisière de cette... Même si ce n'était pas forcément acceptable pour certains adolescents, ça aurait été peut-être un petit peu dur et encore. Non, il est dans une sélection prix Région Sud des lycéens. Il est lu, moi, j'ai des élèves qui le lisent, de mes élèves. Alors, pas parce que je leur ai dit du tout, mais c'est parce que ça les amuse de lire ce que leur prof écrit. Et donc, j'ai des 5e qui le lisent. De trouver les insultes des amis. Donc, je suis un peu... Quand je les ai vus, parce que le matin, on a un quart d'heure lecture en classe. Enfin, s'il y a des profs dans la salle, vous savez que ce quart d'heure lecture, c'est un quart d'heure où tout le monde lit, le prof, les élèves, l'administration, et de manière un peu routinière, moi je prends mon livre, je m'installe, et puis j'aime de temps en temps ce silence ronronnant des élèves, j'aime les contempler en train de lire. Et je passe, je regarde, je balaye la salle de classe du regard, et là, je tombe sur la couverture du sanctuaire. Et là, ça a été un choc. Parce que là, pour le coup, c'était presque une effraction des deux. Je ne toucherai pas à ce livre-là. Oui, effraction. Promis. Voilà. Et oui, sur la question de... C'est compliqué, la question du roman jeunesse. Moi j'ai lu Madame Bovary, j'étais en 5e. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est un roman jeunesse, un roman... Enfin, on s'empare de ce qu'on veut quand on est ado. Et puis justement, on a envie d'aller s'emparer de ce qui est interdit. Oui, bien sûr, la bibliothèque interdite, les rayons les plus hauts. Et on s'empare de ce qu'on peut, quitte à y revenir. Enfin, mais voilà. Il y a des livres comme ça qui ont... Mais moi, j'ai rien compris à Madame Bovary, mais je voulais. C'était un défi. Oui. Je m'étais dit, j'ai rien compris. Je l'ai lu plus tard et après, je me suis dit, oui, évidemment. Si on pouvait évoquer Proust, vu qu'on est dans l'endroit, Bovary, c'est à Rouen, donc je plaisante. Non, Proust, ça, c'était plus tard. Alors revenons-en sur ce prochain roman. Pourtant, j'ai essayé de... J'ai vu. Ce qui va être très particulier, parce que je ne vous parlerai pas du roman, c'est trop loin et on est en train d'y travailler, mais ce qui va être très particulier, donc on reçoit le manuscrit, je le lis de façon haletante, parce qu'effectivement, c'est une traversée du XXe siècle, et une traversée haletante, vraiment. Et je téléphone à Laurine en disant, si tu en es d'accord, c'est évidemment au Sonneur que ce texte sera publié, mais j'ai une proposition à te faire, m'est apparu, et on en avait discuté un matin avec Sandrine, comme une espèce d'évidence de faire illustrer ce texte, alors non pas par un illustrateur couleur, voilà, mais par un ou une graveur. Parce que j'ai appris qu'on dit une graveur et pas une graveuse. Alors Laurine a tout de suite dit formidable, très bonne idée. Après, il a fallu trouver la personne, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a fait des recherches finalement pas si longues que ça. Et on a trouvé, je suis tombée un jour sur le travail d'une femme qui s'appelle Hélène Bautista, qui fait des choses absolument admirables. Et de la façon la plus simple possible, j'ai envoyé un message à cette femme en lui disant, écoutez, voilà, on a un projet à vous proposer. Est-ce que ça vous intéresserait? On s'est rencontrés très rapidement parce qu'elle a été... alors, elle est elle aussi prof de français, c'est assez amusant, à Paris. Et la première étape, évidemment, a consisté à confier le manuscrit, avec l'accord de Laurine, à confier le manuscrit à Hélène pour savoir ce qu'elle pouvait en faire, souhaitait en faire. Et Hélène très rapidement m'a rappelé en disant mais évidemment oui. Donc le roman sera illustré d'une 60aine de gravures originales réalisées par Hélène et alors elle travaille d'une façon extraordinaire parce qu'on a eu droit à toutes les étapes évidemment. Elle a lu combien de fois, nous a-t-elle dit?
7 fois le roman pour savoir, parce qu'elle a tout de suite des images qui viennent, mais comme on s'est restreint à un nombre d'illustrations, parce que le roman est un peu long déjà, donc on s'est restreint à ce nombre de 60 illustrations. Elle ne voulait pas avoir raté une image éventuellement, elle ne voulait pas être passée à côté de quelque chose. Donc elle a lu et relu le texte, et son travail est absolument magnifique. Et ça paraîtra donc en octobre. Tu retiens les informations, là, je le sens. En octobre. Je le vois là. Suite au prochain épisode. Non, on a encore un peu de travail, c'est pour ça. Ouais, un petit peu de boulot. Alors, si personne n'a d'autres questions, est-ce qu'on finirait pas tout simplement sur un autre extrait, sur le deuxième extrait? Je vais tenter de bafouiller. Non, c'est parfait. Bac. Tu veux le mettre? Pourquoi pas? Ah. Pourquoi pas? Si tu arrives à le lire avec la... Oh là, alors je me plie à l'exercice, allez, lançons-nous. La même note, 6 fois, grave, lasse, qui donne vie à une silhouette. Celle-ci apparaît devant les yeux de la gamine, nette, parfaite, avançant sur un chemin sans paysage, sans passé ni avenir, juste la solitude renouvelée de chaque instant. La note a cette tenue, digne, et la petite y voit sa mère qui part au château. Les larmes envahissent ses yeux. Horatio appuie sur une deuxième touche. Tout de suite, une autre couleur. Une seconde silhouette se détache, marchant à côté de la première. C'est son père conduit en prison. Toya apprendra plus tard que les 2 notes portent un nom, qu'elles s'appellent Ré et Mi. Pour l'instant, elle goûte les sons, les laisse déposer leur image au creux de ses paupières, celle de corps jumeaux, qui marchent, contigus, parallèles. Pourtant, cette régularité a quelque chose de discordant. La solitude de l'un s'additionne à celle de l'autre. Le vide autour d'eux s'accroît. Les mains d'Horatio glissent vers les aigus et d'autres notes s'élèvent, volées d'oiseaux. Les 2 silhouettes se sont regardées. Elles ont brisé leur solitude. Autour, un paysage se dessine. Un pré, des collines. La mélancolie ménage une petite place à la joie, comme une chaise dans un coin. Toya ferme les yeux pour mieux voir. Les silhouettes se sont rapprochées. Elles n'osent pas, mais lorsqu'elles se touchent, les doigts s'agrippent. La musique raconte le choc de l'amour, l'élargissement quand s'ouvre l'autre moitié du monde. Soudain, les accords se font plus sombres. Les mains se dénouent, s'éloignent. La musique raconte aussi cela, combien les étreintes sont fragiles. Les prés connaissent le printemps, l'hiver aussi. Toya voit défiler les usures. Au bout de tous ces écaillements, la solitude est de nouveau là, avec ses froidures. Pourtant, le morceau ne se laisse pas faire. Les doigts d'Horatio se rebiffent, et Toya assiste à ce final troublant. Une dernière fois, les mains se rapprochent, floues, indécises. Peut-être ne sont-elles que le souvenir d'une histoire ancienne. Qu'importe, la musique lui apprend encore cela. L'absence n'empêche pas les jours heureux de demeurer sous la paume, de se caresser. En quelques notes, le morceau a peint cette fresque à Toya, toute une vie. Elle garde les yeux fermés jusqu'au dernier accord. Le silence qui suit appartient encore à la musique. Jamais elle n'aurait cru possible une chose pareille. Surtout pas aujourd'hui. Horatio reste face au piano. Quand la gamine se tourne vers lui, elle a l'impression que son dos est immense. Merci. Vous pouvez difficilement faire mieux. Pour ceux qui sont en vision.
Alors, il est temps de tous vous remercier, évidemment, toutes les deux. Merci infiniment pour ce moment. On a enfin concrétisé une rencontre de vrai, de chair et d'os, et ça, c'est important. Mais j'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'épaulent d'Anveville et qui sont là pour la plupart ici, et cette communauté incroyable qu'on a réussi à créer tous ensemble. Merci d'être là, et c'est très émouvant pour moi de vous voir là. Donc, je vais m'arrêter là. Comment Photo. Photo. Donc, on va faire une petite photo. On a pris pour habitude de faire une photo de groupe. Je dis la phrase officielle. Ça, voilà. Montrer les livres. Ah, montrer le livre. Oui, livre, évidemment. Et on fera une photo de groupe, évidemment, tout à l'heure, tous ensemble. La force de l'habitude. Oui, merci à tous ceux qui ont suivi la rencontre en visio. On vous embrasse et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une photo tous ensemble.